Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Je m'appelle Xavier Seu. L'objectif de ce podcast, c'est de comprendre tout ce qui se passe sur la transition écologique. Épisode un peu spécial aujourd'hui parce qu'il fait à peu près 30 degrés chez moi au moment où on enregistre avec Alan. Donc c'est un épisode qui sera exclusivement en audio pour la simple et bonne raison que les caméras ne résistent pas à ce genre de température sur la durée d'un épisode de The Big Shift. Donc rendez-vous tous sur les plateformes d'écoute pour cet épisode. Salut Alan. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci de l'invitation. Et écoute, je suis ravi de t'avoir parce que on va parler transformation des modèles économiques des entreprises aujourd'hui. Ouais. C'est un sujet qui m'anime particulièrement en ce moment parce que je travaille, et je ne l'ai pas encore dit à mes auditeurs et à mes auditrices, je travaille sur un nouveau projet de série vidéo qui verra le jour, je l'espère, d'ici novembre-décembre. Je vous tiendrai bien sûr au courant là-dessus et ça va beaucoup tourné autour de la transition écologique des industries et du travail que font toutes les industries pour se mettre en conformité, pour se transformer, pour travailler sur des nouveaux modèles économiques. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la stratégie du Y. Et c'est pas lever son scooter et faire une roue arrière. Là, c'est vraiment littéralement transformer les entreprises. Et pour ça, je suis avec Alan Fustek. C'est toi qui as créé cette stratégie du Y. Oui. Alors, tu te présenteras un peu plus tout à l'heure, mais l'idée, c'est que tu diriges déjà des sociétés depuis plus de 1993, c'est ça? T'as pris ton premier mandat de dirigeant. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à travailler sur ce qui était à l'époque le développement durable. Alors aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut entendre parler de ces deux mots-là. Oui. Mais donc voilà, tu étais quand même assez en avance de phase là-dessus. Ouais, ma première démarche développement durable dans ma boîte, c'était en 93. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a convaincu à l'époque qu'il fallait bosser sur ces sujets-là? C'était un peu par opportunisme ou tu as eu des convictions déjà sur les modèles d'affaires des entreprises? Non, c'était par conviction. J'ai une formation de biologiste, donc tout ce qui est vivant, ça me parle. J'ai pris conscience, c'était même avant ça, quand j'étais adolescent, etc., qu'on avait un problème de soutenabilité de la société moderne. Et quand je suis devenu dirigeant pour la première fois, donc ça c'était en 1993, et que je me suis posé la question de savoir quel style de dirigeant j'allais être, je me suis dit, je vais être un dirigeant durable. Et donc, j'ai mis en place dans ma boîte une politique de développement durable qui était une boîte d'informatique à partir de ce moment-là. Est-ce que tu as l'impression qu'avoir la double casquette scientifique et même chercheur, parce que tu as été chercheur en biologie, oui. Plus cette casquette de dirigeant, ça t'a donné une approche un peu particulière justement de ces sujets-là? Je sais pas. Beaucoup de dirigeants qui ont pas été chercheurs et qui l'ont aussi. Hein. Le fait d'avoir un parcours de biologiste, je pense que ça a joué un rôle. Chercheur, peut-être un peu plus, mais surtout biologiste. Alors, c'est un livre, La stratégie du Y, que vous avez écrit à 3, ouais. Avec ton fils, si je ne me trompe pas, ouais. et ton associé Arnaud Bergerot. C'est ça. Comment est-ce que c'est né, cette collaboration? Arnaud Bergerot est le directeur général de Goodwill Management, qui est la société de conseil en stratégie durable que j'ai créée en 2003. Et Timothée, mon fils, il est directeur général de Kerlotech, qui est un petit village d'entreprise durable en Bretagne. Le point de départ de tout ça, c'est d'aider les entreprises, à commencer par les nôtres, à devenir soutenables. Donc, à la base, c'est un travail de stratégie d'entreprise. Alors, vous vous doutez bien que si on parle de la stratégie du Y et qu'on la tease comme ça sans vous révéler tout de suite, c'est qu'il y a des trucs particuliers. Donc, restez bien jusqu'au bout parce qu'on va vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Il y a un constat de départ quand même, c'est que ça fait 20 ans qu'on nous parle de RSE. La RSE, globalement, on sait que c'est quelque chose qui est sur la base du volontariat. On voit que ça suffit pas. C'est quelque chose que vous pointez assez rapidement dans le livre, absolument. Qui est en gros le problème de l'engagement volontaire. Ouais. Et pourquoi est-ce que la RSE classique, fondée sur le bon vouloir des entreprises, a structurellement, je dirais, échoué à infléchir la trajectoire? Alors effectivement, c'est ce qu'on peut tirer comme conclusion aujourd'hui. Et c'est pas une conclusion rigolote, pour moi par exemple, parce que c'est mon métier depuis maintenant 23 ans. La RSE, c'est-à-dire qu'en 93, j'étais dirigeant d'une boîte d'informatique qui mettait en place une démarche de développement durable. Mais à partir de 2002, je suis devenu dirigeant d'entreprise spécialisé dans la RSE, dans le développement durable. Et puis après, ça a évolué vers d'autres éléments, vers d'autres activités. Et donc, depuis 2003, c'est ça mon boulot, c'est aider les entreprises à mettre en place des démarches RSE. Et bien sûr que quand tu prends conscience que
une fois que tu as mis en œuvre la démarche RSE, c'est loin d'être suffisant. Ça te fait un choc. Mais on n'est pas des autruches, il faut regarder la vérité en face. En moyenne, en France, les entreprises consomment 3 fois leur quota de limite planétaire. Quand on prend en compte leurs impacts directs et indirects, 3 fois leur quota. Et quand les entreprises mettent en place des démarches RSE, en moyenne, elles passent de 3 fois le quota à 2 fois et demi. Okay. Donc ça veut dire que la RSE fait faire à peu près, quand on la met en œuvre sérieusement, je ne parle pas de faire du greenwashing bien sûr, vous allez gagner 20%. La raison pour laquelle cet engagement volontaire n'est pas suffisant, c'est que premièrement, beaucoup d'entreprises ont considéré ça comme facultatif. Et donc, depuis le tournant des années 2000, on s'est vertu à inciter les entreprises à mettre en place des démarches RSE et elles nous répondent ouais, peut-être qu'il faut que je m'en occupe, mais en ce moment j'ai d'autres priorités. Enfin voilà. Donc dans l'étude dont je viens de parler, qu'on a publiée fin 2024, on montre que des entreprises qui ont une démarche RSE réelle et sérieuse, c'est-à-dire qui génèrent des réductions d'impact significatives, en France, il y en a 8%. Et des entreprises qui ne savent pas de quoi on parle, il y en a 50%. Donc, entre les deux, il y a 48% d'entreprises qui font des trucs. Oui. Voilà. Donc, la première chose, c'est est-ce vraiment obligatoire ? Donc, l'engagement volontaire a été un peu mou du genou, si tu veux. Oui, alors ça, maintenant, il y a quand même un cadre réglementaire qui a pris le relais, notamment depuis les COP. On a la taxonomie verte avec qui est en gros le classement des activités selon leur qualité de durabilité, etc. Ouais. Quoi. On va parler de tout ça. Mais globalement parlant, ça, c'est une première constatation, c'est que le contingent des entreprises qui se sont vraiment engagées de façon spontanée, il est petit. Le deuxième truc, c'est que les engagements en question produisent des résultats qui sont des résultats substantiels, mais insuffisants. Et souvent non mesurables. Réduits, alors souvent pas mesurés. Du coup, il y a plein d'entreprises qui racontent des histoires sur le fait qu'elles ont des impacts positifs et alors qu'elles n'ont rien mesuré du tout. Mais quand la mesure est faite, on trouve 20% de réduction, alors qu'il faudrait diviser par 3. Ouais. Donc en fait, la deuxième constatation qu'on peut faire là-dessus, c'est que la RSE au sens le plus classique du terme, que j'appelle aujourd'hui moi la RSE 1.0, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Alors, je rajoute un point très important à cet égard, c'est que c'est pas parce que c'est pas suffisant qu'il faut déconsidérer la RSE. Parce qu'il faut bien attraper le truc par un bout. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un respect des limites planétaires qui serait une échelle à 10 barreaux. Avec la RSE 1.0, vous montez sur le 2e ou le 3e barreau. C'est sûr que de toute façon, vous n'allez pas sauter au 10e barreau direct. Il faut bien commencer par quelque chose. C'est juste qu'il faut avoir conscience. Et les entreprises qui mettent en place des démarches RSE 1.0 sont des entreprises sincères qui font le job sérieusement et qui obtiennent des résultats substantiels. C'est juste que ce n'est pas suffisant. Mais c'est déjà très bien. Donc, moi, je suis président du label Lucie. Dans la communauté Lucie, on a 1300 boîtes qui mettent en place des démarches RSE 1.0. Je leur tire mon chapeau. Mais en même temps, on a conscience que ce n'est pas suffisant. Voilà. Et ça, il faut se le dire, on n'est pas des autruches, quoi. Tu vois l'idée. Ouais. Voilà. Ce que je comprends effectivement, c'est RSE, on peut y trouver tout et n'importe quoi dedans. Oui. Il y a des entreprises, et il faut le dire aussi, effectivement, il y a des entreprises d'ailleurs qui osent plus communiquer sur ce qu'elles font de bien parce que justement elles ont peur d'être taxées de greenwashing. À l'inverse, il y en a qui communiquent alors que justement elles font que la moitié du travail. Donc en fait, il manque d'un cadre spécifique là-dessus, quoi. Voilà. Et maintenant, si on vient sur le cadre réglementaire et sur le Green Deal européen avec la taxonomie européenne, avec le reporting extra-financier qu'on appelle la CSRD et tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Petit 1, c'est le constat d'un échec. À un moment donné, le régulateur dit toutes ces histoires de réduction d'impact, ça va pas assez vite. Les entreprises le font plus ou moins bien. Donc, on va mettre en place une réglementation. Donc, la réglementation où tu es obligé de faire le job, c'est parce que ton engagement volontaire, tout le monde était d'accord pour dire qu'il n'était pas vraiment là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que malheureusement, le Green Deal européen, incluant la taxonomie, la CSRD et tout ça, se vide de sa substance. Il y a des reculades dans des tas et des tas de domaines. Pourquoi ?
Parce que ce sont des obligations réglementaires qui sont pas faciles à mettre en œuvre. Et donc, il y a une pression du patronat consistant à dire attention, les Chinois s'en foutent, les Américains s'en foutent et pas mal d'autres pays n'en ont que faire. Si nous imposons une réglementation draconienne sur ces sujets-là, sur le plan de la compétitivité, on se tire une balle dans le pied. À cet égard, je voudrais faire 2 commentaires. Le premier commentaire, c'est que c'est un peu vrai, au motif que la réglementation européenne qui a été pondue est une telle usine à gaz que ça s'est retourné contre elle. Ouais. Donc ça, c'est dommage. C'est-à-dire qu'on a fait de la bureaucratie et de la technocratie et on a fabriqué des règles du jeu qui sont beaucoup trop compliquées pour ce qu'il y a à faire. Et donc, ce qui était une initiative vraiment louable a fini par se retourner contre son objectif. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les dirigeants aujourd'hui qui mettent 400 barres de pression sur l'Union européenne et plus globalement, y compris sur de la réglementation française, en disant arrêtez de nous imposer de la réglementation, etc., n'ont pas conscience que l'engagement dans une démarche de soutenabilité sert leurs intérêts. Donc il y a une incompréhension grave de ce qu'il faudrait faire pour que les entreprises soient tout simplement viables à long terme. Oui, donc là on parle effectivement intérêt à long terme, en tout cas plus long terme que les intérêts dont les dirigeants actuels se préoccupent, quoi. Moi je pose des questions à mes clients du type, alors est-ce que tu seras toujours vivant quand le mètre cube de béton aura été, le prix du mètre cube de béton aura été multiplié par 4. Voilà. Et le patron d'une entreprise générale de bâtiment qui ne se pose pas cette question-là, bien sûr qu'il ne sait pas y répondre. Puis quand il fait les calculs, il voit qu'il n'est pas viable. Voilà. Donc or, ça va se produire sous l'effet conjugué de 2 paramètres. D'abord, on a des pénuries de sable qui sont annoncées à relativement brève échéance. Et deuxièmement, pour fabriquer du béton, il faut beaucoup d'énergie. Et l'énergie, on va également rentrer dans une situation de rareté. Et puis tu as raison, il y a un troisième élément qui est l'eau. Voilà, donc tout ça fait que aujourd'hui, une entreprise de bâtiment qui a envie d'être toujours vivante dans 10-15 ans, il faut qu'elle se pose la question de comment elle va faire pour y arriver. Et si la réglementation l'oriente dans certaines directions qui sont très contraignantes à court terme, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises directions pour elle à long terme. Voilà. Et donc ça va à l'encontre, entre guillemets, des intérêts plutôt personnels des dirigeants actuels qui souhaitent plutôt des rentabilités à court terme pour pouvoir valider le contentement d'actionnariat la plupart du temps. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu défends quand même le modèle du capitalisme. Ouais. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles je trouvais intéressant qu'on puisse en discuter aujourd'hui. Ouais. Parce que justement, je trouve qu'il y a un peu ce paradoxe entre ce que l'Union européenne a fait, c'est trop compliqué, mais c'est intéressant. Les dirigeants sont à la fois soumis à des directives et des normes qui sont trop complexes et en même temps, ils n'ont pas compris que c'était nécessaire. Exactement. Et en même temps, le modèle reste le bon. Alors, le modèle reste le bon, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je dis simplement que le concept de capitalisme est un concept qui mérite, à mon sens, d'être conservé. Alors, je précise ce point parce que j'imagine que dans tes auditeurs, il y a beaucoup de gens qui se disent, et je les comprends, que la solution, c'est tuer le capitalisme et puis ça ira beaucoup mieux. En fait, ce qu'il faut dire... Je serais assez curieux d'ailleurs, quelle est la proportion des auditeurs qui pensent ça J'en sais rien, mais moi, dans ma pratique, si tu veux, je suis chef d'entreprise depuis 30 ans. Beaucoup de ce que j'entends, parfois de façon un peu véhémente même, c'est non, mais le problème, c'est toi, en fait. Voilà. C'est toi le capitaliste, c'est la communauté que tu représentes qui est le vrai problème. Alors, si on rentre un peu là-dedans, il faut avoir conscience qu'il n'y a pas un capitalisme. Il y en a 4, 5, 6, 7. Voilà. Et que en définitive, ils se ressemblent pas et ils peuvent être entre eux carrément antinomiques. Tu as le capitalisme du mec qui casse sa tirelire, qui va chercher de la dette chez son banquier, qui crée sa boîte, et si elle se plante, il a tout perdu, y compris sa maison. Il a pris des risques considérables. Voilà. Ça, c'est un premier capitalisme. C'est celui-là que je défends. Voilà.
Après, tu as un capitalisme avec qu'on va appeler financier, où tu mets pas beaucoup de sous sur la table, tu prends pas beaucoup de risques, tu vas lever des fonds. Voilà, c'est le capitalisme des startups. Ouais. Voilà. Et celui-là, dans la façon dont il fonctionne aujourd'hui, je le défends pas du tout. Voilà. Et puis, tu as, le grand capitalisme, pour faire des catégories très, très simples, qui, effectivement, se présente souvent, je ne vais pas dire tout le temps, mais très souvent, comme ultra toxique. Et en fait, il y a juste une toute petite différence entre le capitalisme d'une boîte comme Kerlotech, ma boîte de Bretagne, là, qui a un objectif de respecter les limites planétaires et qui va y arriver l'année prochaine. Je peux vous garantir qu'on est des frugaux. Voilà, on fait gaffe à tout. Et puis c'est pas facile. Et on risque notre argent. Et on peut tout perdre. Voilà. Et BlackRock, c'est pas du tout la même chose. Le premier fonds d'investissement. Voilà, et c'est pas du tout la même chose. Et on appelle tout ça capitalisme, mais ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Bien sûr que moi, ce que je défends, c'est l'entrepreneuriat qui prend des risques, etc., qui est parcimonieux sur la façon de se développer, et à qui, jusqu'à présent, il a manqué un élément fondamental, c'est être parcimonieux sur le capital naturel. Mais le capitalisme rhénan d'Europe continentale, il était parcimonieux sur tout, sauf sur le capital naturel. Donc parce qu'on pensait jusqu'à une période relativement récente qu'il y avait des ressources à cet égard à l'infini. Et maintenant qu'on a compris, et gratuites. Et maintenant qu'on a compris que c'est pas vrai, si on réintègre ça dans ce capitalisme attentif, responsable, qui est là sur la longue période, etc., là, on peut arriver à faire quelque chose. Je vais donner un autre élément qui mérite d'être cité par rapport à tout ce qu'on se dit là. C'est que aujourd'hui, moi, j'accompagne des entreprises, on va en parler un peu plus tard, sur ce qu'on appelle, nous, la RSE 2.0. Ouais. C'est-à-dire, je ne me contente pas de réduire mes impacts de 20%, je rentre dans les limites planétaires, donc je les divise par 3. Je peux vous garantir, il faut prendre son élan. Voilà. On va avoir bientôt une poignée d'entreprises qui sont capables de le revendiquer, chiffres à l'appui. Voilà. Avec des calculs scientifiques rigoureux, etc. Bon. On reparlera des secteurs d'activité de ces entreprises. On va voir ça après. Mais etc., ce que je voulais simplement dire, on a publié cette fameuse étude qui montre que les entreprises françaises consomment 3 fois leur quota de limite planétaire. Ouais. Voilà. Bon, il faut surtout pas imaginer que les organisations à but non lucratif sont mieux. Ah non. Et je suis pas du tout en train de critiquer les organisations à but non lucratif ou les organisations publiques, c'est pas mon propos. Mais c'est juste effectivement sur le rapport à l'environnement, c'est pas le rapport à l'environnement. En gros, la structure de l'actionnariat ou du capital n'influe pas sur la capacité à être mieux ou moins bien vis-à-vis de l'environnement, quoi. Si on a affaire à un grand capitalisme financier, on se trouve souvent dans la situation où la rentabilité prime tellement que tout le reste passe à la trappe. Ouais. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas débat là-dessus. Et donc, le capitalisme fait faire des catastrophes sur le plan environnemental. On est d'accord là-dessus. Aller en tirer la conclusion qu'une organisation à but non lucratif a une empreinte environnementale faible, c'est carrément faux. Et tu prends des PME ou des TPE françaises en moyenne, elles ne vont pas avoir un impact environnemental supérieur à, telle banque publique, à telle administration, à telle grande association du quartier. Non, absolument pas. Ça va être des impacts comparables. Voilà. Et donc, faut avoir ça présent à l'esprit. Et tant qu'on ne mesure rien, en fait, on se raconte des histoires. Alors, tu parlais justement tout à l'heure que le problème, c'était probablement l'horizon d'investissement, l'horizon de la vision. Ouais. Dans la stratégie du Y, vous parlez d'un horizon à 3 à 5 ans pour une première branche de ce Y, qui est la branche qu'on dit historique. On va revenir à ce que c'est tout à l'heure. Ouais. Et puis une vision qui est plus à 10-15 ans. C'est ça. Sur la branche que vous avez appelée hystérique, donc en opposition à historique, qui est la branche où on teste, où on est frappadingue, on renverse la table. On a utilisé canal historique, canal hystérique, parce que c'est quand même un humour désopilant. Et on se marre. Oui, bien sûr, voilà. Mais l'idée qu'il y a derrière aussi, c'est que quand on s'engage dans une bifurcation pour respecter les limites planétaires, on est obligé de faire du hors-piste. On est obligé de réinventer
on est obligé de prendre des options qui sont des options improbables, genre une entreprise dont je suis très proche qui fait du café, qui s'appelle Lobodis, qui est à Banne-Bretagne. Donc, c'est une torréfaction industrielle. Et le dirigeant qui dit, au nom de la stratégie du Y, on arrête le café, quoi. Donc, il faut être un peu frappadingue quand même. Ouais. Ou l'entreprise Enaf, dont nous sommes très proches également, qui met aussi en place le pâté Enaf, qui aujourd'hui a un modèle économique basé sur la viande et qui dit, en fait, on arrête le cochon. Alors, je suis très, très caricatural en disant ça, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire, mais leur branche hystérique, c'est de la végétalisation de leur offre. Voilà. Et bien évidemment, si vous avez une entreprise comme Enaf, qui existe depuis 1907, qui se lance dans des activités de conserve de légumes brutalement du jour au lendemain, ils prennent Bonduelle dans la figure et ils sont morts. Voilà. Ouais. Donc en fait, ils gardent l'activité historique et ils développent une activité improbable, voilà, iconoclaste, en lien avec leur... frappadingue. Ils continuent de faire de la conserve, mais ils font de la conserve de végétaux. Voilà. Donc c'est ça en fait, historique versus hystérique, c'est pour ne pas mourir, on conserve ce qu'on sait faire et ce qu'on fait et ce qui nous permet de vivre. C'est ça. Et en parallèle, sur une vision à plus long terme, à 10-15 ans, c'est ça. On développe un autre axe qui nous permet, pour le coup, là, de transformer une activité de façon pérenne, mais sur plusieurs dizaines d'années plutôt que sur 3 à 5 ans. Quoi. De toute façon, une bifurcation d'entreprise, c'est illusoire de vouloir la réussir en 2-3 ans. C'est pas la peine. Donc ça veut dire que juste transformer un modèle d'une façon linéaire, c'est-à-dire prendre notre cœur d'activité et dire à partir de ce moment, notre cœur d'activité, ça devient ça marche quasiment jamais. Non, ça marche jamais. Ce que vous observez, c'est des entreprises qui le font en désespoir de cause, alors qu'elles n'ont pas vu le vent venir. C'est-à-dire, par exemple, alors on peut citer 2 exemples qui sont un peu des cas d'école. Vous avez IBM, dans les années 1980, j'ai fait beaucoup d'informatique avant de me lancer dans le développement durable. Dans les années 80, IBM, c'était l'entreprise qui, sur le plan de l'informatique, était le géant mondial, supériorité incontestée, etc. À la fin du matériel, surtout. Du matériel, voilà. C'était le géant du matériel. Ils ont raté le virage de la micro-informatique. Ils n'ont pas cru au Apple II. Ils ont fabriqué l'IBM PC sans y croire. Ils ont laissé Bill Gates porter son système d'exploitation sur n'importe quelle machine. Ils ont raté le virage de la micro-informatique. Quand ils s'en sont rendus compte, c'était trop tard. Et en 1990 à peu près, je ne me rappelle plus exactement la date, IBM était en perte et en situation très grave. Et le dirigeant de l'époque, qui a été nommé en catastrophe, a dit notre canal hystérique, c'est de devenir une société de service. Et il a réussi. Mais il a bien failli y laisser sa peau. On est passé à 2 doigts. Voilà. Et puis chez Kodak, ils n'ont pas vu le vent venir. Ils ont essayé de se rattraper aux branches, mais là, c'était trop tard et ils sont morts. Donc en Kodak, fait, plutôt sur la partie photographie numérique, alors qu'ils étaient champions de l'argentique au monde. Quoi. Ils ont inventé la photo numérique. Oui, c'est vrai. Ils n'y ont pas cru. Canon et d'autres se sont engouffrés dans la brèche. Et quand le marché est parti dans cette direction, Kodak était à la traîne. Et là, ils ont essayé une bifurcation linéaire, c'est-à-dire je faisais de l'argentique, j'arrête, je fais du numérique. Et là, c'était trop tard et ils sont morts. Donc en fait, moi, ce que j'ai observé avec mes clients, c'est que je leur disais, vas-y, mets en place une démarche RSE parce qu'il faut absolument que tu réduises tes impacts. D'accord. Et puis, on arrive à faire 10, 15, 20% de réduction d'impact. Et puis, on bute parce que c'est le modèle économique qui rend la bifurcation, le respect des limites planétaires impossible. Et donc là, il faut bifurquer. Et là, si vous dites à une entreprise brutalement, tu faisais du café, tu arrêtes le café, tu faisais de la viande, tu arrêtes la viande, l'entreprise, elle a toutes les chances d'y rester. Donc en fait, on lui dit quelque chose de différent avec la stratégie du Y. On lui dit, tu faisais de la viande, continue. Tu mets une démarche RSE sur ton activité historique. Donc ça, c'est la RSE 1.0 dont on parlait en entrée. Si elle est bien faite, on gagne à peu près 20%. Tu vas gagner 20%. Sur les quotas de ce qu'on pourrait dépasser sur les plateaux, les limites planétaires. Voilà, tu vas gagner 20%. C'est en grosse moyenne. Hein. Certains vont arriver à gagner 40%. Voilà. Mais globalement parlant, tu vas gagner 10-20%. Voilà. Et c'est très bien. Et tu continues. Parce que c'est ça, petit 1, qui te permet
de vivre, de payer les salaires à la fin du mois et de dégager un petit peu d'excédent économique pour investir. Bon, ok. Et en même temps que tu fais ça, tu lances ton canal hystérique. Donc là, frappadingue, on réinvente le monde, on renverse la table, on fait carrément autre chose. Au début, soyons clairs, ça marche pas. Et puis au bout d'un moment, à force de se planter, on trouve quand même des bonnes idées. Et puis on a aussi eu le temps d'éduquer sa clientèle, etc. Et là, ça commence à cranter. Et c'est seulement quand le canal hystérique ne l'est plus qu'on laisse tomber le canal historique. Quand le canal hystérique est devenu une sorte d'activité principale. Quoi. Voilà, il est devenu respectable. Enfin, il marche. Voilà. Et là, on peut commencer à laisser tomber ce qui nous a fait vivre jusque-là. Voilà. Et tout ça, aujourd'hui, c'est juste pas possible de le faire en 3 ans. Donc, il faut un plan à 10 ans. Et bien évidemment, les dirigeants, et malheureusement, ils sont assez nombreux, qui, raisonnent à l'année. Ou en mandat, ouais. Voilà, ou en mandat. Vont se dire, ouais, mais moi, dans 10 ans, je serai plus là. Ou bien, pour l'instant, ce qui m'importe, c'est ce qu'on va dégager comme rentabilité à la fin de l'année. Et ça, effectivement, par rapport à ce qu'il faut faire pour que les entreprises soient pérennes, c'est pas la bonne solution. Donc en fait, c'est privilégier une sorte d'indicateur de pérennité à un indicateur de rentabilité. C'est ça. Et donc, comment on le mesure, cet indicateur de pérennité ? Je suis fan de... je vais y venir. Je suis fan de Olivier Hamon parce que... sur la robustesse. Il a popularisé la robustesse et il a eu sur ce sujet-là un succès phénoménal et c'est mérité pour dire, les copains, si vous voulez rester vivant longtemps, regardez votre robustesse plutôt que votre rentabilité. Voilà, votre pérennité plutôt que votre rentabilité. Et donc, moi, je m'engouffre dans cette brèche-là parce que les gens comprennent. Et puis, et ce qui est très intéressant, une fois qu'on a compris ça, et qu'on travaille à la pérennité ou à la résilience ou à la robustesse de l'entreprise, on peut appeler ça un peu comme on veut, mais ça veut dire, en d'autres termes très simples, je suis toujours vivant dans 15 ans. Très bien. Bon. En fait, je suis toujours vivant dans 15 ans, donc il faut que je sois rentable cette année. Parce qu'une entreprise qui n'est pas rentable, c'est comme un être humain à qui vous coupez l'oxygène, ça ne dure pas très longtemps. Voilà. Mais la rentabilité n'est plus l'objectif premier. C'est-à-dire qu'on se dit, allez, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'à la fin de l'année, il reste un petit quelque chose. Ce qui n'a rien à voir avec, d'abord, on fera plus 10% de rentabilité et tout le reste est soumis à cet objectif-là. Voilà. Donc, moi, dans ce que je prône et dans ce que j'essaye de faire dans mes entreprises, c'est je travaille sur ma robustesse ou sur ma pérennité et bien sûr que la rentabilité en fait partie, mais pas la maximisation de ma rentabilité cette année. C'est ça, et ça change tout. Hein, ça change tout. Je lisais dans le livre justement qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient des plans de continuité d'activité, donc c'est-à-dire des PCA qui sont en cas de scénario catastrophe, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir survivre. Et dans ces plans-là, il y en a un certain nombre, alors des entreprises industrielles, des data centers qui peuvent anticiper le crash d'un avion sur un data center, par exemple, alors que les chances que ça arrive sont absolument minimes, mais qui sont incapables d'estimer, enfin d'intégrer dans un scénario, par exemple, que le PIB stagne pendant 5 ou 6 ans dans 8 ans. Ce qui est beaucoup plus probable à mon sens, mais qui en même temps, derrière, est apparemment impossible à simuler pour eux. Enfin, impossible à imaginer plutôt. Si tes auditeurs sont intéressés, on vient de sortir une étude qui fait un peu froid dans le dos, là. Toujours le même écosystème, Goodwill, Lucie, Kerlotech, sur l'approvisionnement en Europe en énergie à l'horizon 2035. Voilà. Et c'est très préoccupant parce que on a un risque de raréfaction de la ressource en pétrole qui est proche de 1 après 2030. Et on a un risque d'insuffisance de la production d'électricité pour la prochaine décennie qui est très élevé aussi parce que la programmation française pluriannuelle de l'énergie a des objectifs qui sont difficilement tenables. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je dis à mes clients, mettez en place sans attendre un schéma directeur énergétique pour voir comment vous allez vous en sortir dans ce monde où l'énergie va devenir rare et chère. Pour des raisons géologiques
et non pas pour des raisons géopolitiques comme c'est le cas actuellement. Voilà. Mais ce qu'on vit actuellement et qui est réversible, ça ne sera pas instantané, mais quand la guerre va s'arrêter, on va avoir des prix de l'énergie qui vont rebaisser. Ça ne va pas durer très longtemps. Et après, l'énergie sera définitivement chère. Et donc, celui qui ne regarde pas ce truc-là, qui ne met pas ça dans son plan de continuité d'activité, il se trompe de combat, quoi. Il va regarder qu'est-ce qui se passe s'il y a une attaque terroriste devant le siège de mon entreprise. Ça peut arriver, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe si... en fait, ça me paraît être des réflexions de 2015, quoi. C'est-à-dire on est resté 10 ans en arrière sur ces réflexions-là, alors que depuis 2015, il y a eu la COP21, il y a eu tout et maintenant, j'ai l'impression qu'on devrait prendre en compte ce genre de choses. J'en parlais avec Julia Tass, qui est chercheuse à l'IRIS, qui travaille justement sur l'impact des règlements climatiques sur les armées et sur la géopolitique mondiale, etc. Okay. Et il y a des éléments qui sont majeurs, mais qui ne sont jamais pris dans les vies civiles, qui ne sont jamais pris en compte. C'est absolument ça. Je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a 2-3 jours, la marque Pimpan. Pimpan, qui est une entreprise donc, qui sont en Bretagne, et ils fabriquent en gros des kits de ménage sans eau pour rechargeables. En gros. Donc des savons rechargeables, etc., solides. Ils ont fermé leur activité lundi et mardi. Pour cause de chaleur. C'est ça. Donc ils ont fermé leur site web, on pouvait plus commenter, on pouvait plus commander en ligne, on pouvait plus commander, et donc ils ont fermé toutes leurs activités là pour. Moi j'ai un très bon client qui s'est engagé dans une démarche de respect des limites planétaires, une entreprise de bâtiment, et là effectivement pour cause de canicule ils arrêtent les chantiers, parce que les ouvriers sur les chantiers c'est pas tenable. Voilà. Donc, on a parlé un peu de cette RSE 1.0 qui fait gagner 20%, la RSE 2.0 qui est justement celle qui s'applique plutôt à la branche hystérique, donc à celle dans laquelle on teste. Et là, du coup, tu proposais notamment de remplacer ce terme-là plutôt par impact positif. Et il y a un élément que j'ai bien aimé dans le livre, que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en fait, cet impact positif, tu le définis plutôt comme une valeur sociale nette positive. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que aucune entreprise peut avoir un impact positif sur l'environnement, puisqu'à chaque fois qu'on produit quelque chose, on utilise des ressources. C'est ça. Donc cet impact-là, une entreprise a un impact positif sur l'environnement, a priori, en tout cas aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc en fait, un impact positif... On peut dire, si tu veux, sur ce point-là, on peut dire qu'il est neutre. Une entreprise qui fait très 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 attention... Aujourd'hui, on n'en connaît pas. Ça doit exister, mais ça court pas les rues. Et des entreprises qui l'ont vraiment mesuré, ça, j'en connais quelques-unes, puisque on l'a fait, mais les entreprises que je connais et qui l'ont fait à date ne sont pas dans le respect de leur quota de limite planétaire. Elles vont y arriver, mais ça va leur prendre un peu de temps. Donc effectivement, vu de loin, on peut dire aujourd'hui, il n'y en a pas. Cet impact environnemental, il est soit négatif, soit neutre, on va dire neutre, c'est-à-dire que tu respectes tes quotas. Voilà. Alors après, j'imagine que tu vas me poser la question sur oui, mais les entreprises qui permettent, compte tenu de leurs activités, d'éviter des dégradations ailleurs, les impacts évités. Et donc ça, c'est appelé aussi le scope 4. Le scope 4 qui est controversé et qui n'est pas validé comme méthode scientifique. On va y venir sur ce point. Il faut être prudent avec cette histoire de scope 4 et d'impact évité. Mais sans aller sur ce terrain-là pour l'instant, effectivement, ce qu'on définit dans le bouquin, c'est que l'impact positif, ce serait une valeur sociale nette créée, c'est-à-dire je crée de la valeur au sens valeur ajoutée, PIB du terme, après en avoir retiré tous les impacts sociaux négatifs, c'est-à-dire t'enlèves les accidents du travail, t'enlèves les maladies professionnelles, t'enlèves la précarité de l'emploi, t'enlèves les écarts de rémunération injustifiés. Que tu arrives à valoriser économiquement. Tout ça, tu sais le calculer. Et donc, il te reste un impact, tu as créé de la richesse sociale, quoi. Nette sociale. Voilà. Ça, c'est le premier élément de l'équation. Et le deuxième élément, c'est l'impact environnemental. Et là, c'est net zéro généralisé, c'est-à-dire je respecte les limites planétaires. Et donc, si je suis au-dessus des limites planétaires, j'ai une valeur économique environnementale négative. C'est ça. Et si je suis en dessous, ce qui aujourd'hui n'est pas encore vu, en tout cas dans les mesures que vous avez faites, on est plutôt dans des limites, on est plutôt dans une valeur économique négative, quoi.
C'est ça. Et donc, ça veut dire que dans le livre, on a défini cet impact positif en disant, voilà, une entreprise à impact positif, c'est une entreprise qui crée de la valeur sociale en respectant les limites planétaires. Et depuis qu'on a sorti le bouquin, on préfère ne plus parler d'impact positif pour une raison très simple, c'est que dans la façon dont cette expression est utilisée autour de nous dans le monde des entreprises aujourd'hui, c'est éminemment critiquable, pour ne pas dire que c'est de la publicité mensongère, parce que, en fait, beaucoup d'entreprises se déclarent à impact positif parce qu'elles ont réduit leurs impacts négatifs. D'accord, mais enfin, c'est pas la même chose de dire j'étais à un impact de 3 planètes, je suis descendu à 2 planètes et demie. Bon, ben moi, je te félicite. Pas facile. Voilà. Tu sais que tu as encore du boulot, mais ce que tu as fait là, c'est déjà très, très bien. Bravo, continue. Voilà. Et dire, et ça, c'est un impact positif. Ah non, attends. Ouais. Non. Tu es à 2 planètes et demie, tu n'as pas un impact positif. Tu pourras dire que tu as un impact neutre quand tu seras à une empreinte environnementale de 1 planète. Et tu as encore 3 à 5 ans de boulot devant toi. Et donc, du coup, moi, j'entends beaucoup autour de nous les entreprises à impact positif. Non, arrêtez de dire ça, vous n'avez rien mesuré. Vous dites que vous êtes dans le donut, vous n'avez rien mesuré. Vous êtes capable de montrer que votre empreinte carbone a baissé, mais ça, ce n'est pas un impact positif. C'est la réduction d'un impact négatif. Alors, il y en a peut-être encore d'autres qui me font encore plus réagir, qui m'expliquent qu'ils sont des entreprises régénératrices. Ouh! Ouais, mais quand moi je mesure ce que font les entreprises, elles sont toujours à 2 planètes et demie. Donc régénératrices de quoi? Et là, il faut arrêter le folklore. Tu disais tout à l'heure, avant on parlait de développement durable, maintenant on n'en parle plus. Après on a parlé de RSE, maintenant on dit la RSE c'est ringard. On invente l'impact positif et l'entreprise régénératrice, mais on a un superlatif. Enfin, on a des inflations sur les termes, mais pas dans les actions. Et dans les actions, moi, je passe ma vie avec notre méthode de triple comptabilité à mesurer les impacts réels des entreprises. Et là, on voit qu'effectivement, on piétine à 10-20% de réduction d'impact. Et encore une fois, ceux qui font ça, il faut les féliciter parce que c'est une minorité. Mais en même temps, c'est insuffisant. Voilà. Donc effectivement, ce scope 4, c'est la capacité à réduire... Enfin, c'est les émissions qu'on a évitées grâce à l'activité qu'on a eue. Et donc le scope 4, c'est encore autre chose. C'est pas tes impacts à toi. C'est, tu dis, grâce à mon action, je supprime des impacts négatifs ailleurs. Par exemple, je suis une boîte qui produit des vélos, donc a priori, les gens qui achètent des vélos chez moi roulent moins en voiture, donc je peux enlever toutes les émissions de roulage en voiture quand je produis un vélo. Voilà. Et ça, si tu veux, je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre en considération. Et dans ma pratique, on le mesure aussi. C'est simplement qu'il faut le faire de façon parcimonieuse et modeste. Et puis honnête, oui. Et honnête et modeste, parce que, comment dirais-je, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis une entreprise à impact positif, puisque j'ai des impacts évités supérieurs à mes propres impacts. Voilà. Ouais, d'accord, mais je n'existe que parce que j'ai nettoyé la merde de quelqu'un d'autre. D'accord, mais si le jour où la merde de quelqu'un d'autre n'existe plus, je n'existe plus. Donc, tu vois? Ouais, donc dans ce cas, le vélo, donc tu peux dire, Veolia, c'est une entreprise à impact positif parce que voilà. si y avait pas Veolia, il y aurait des ordures partout. Oh, on peut aller loin comme ça. Tu vois, donc je dis pas qu'il faut pas le faire. On parle dans le livre du scope 4. Nous, on le mesure, le scope 4, les impacts évités, et on les impute au bilan de l'entreprise, mais avec des règles de modestie, de prudence. Et sinon, c'est facile. J'ai une activité de visioconférence, et donc les gens roulent plus en voiture. Attends, doucement les basses, quoi. Ça rapproche un peu du concept de l'ombre climatique. C'est quoi ça? L'ombre climatique, c'est la même chose que les émissions évitées, sauf que c'est à un niveau personnel. C'est-à-dire que Xavier, il a un podcast sur la transition écologique. Il y a 50 000 écoutes chaque mois dessus. Donc, il y a 50 000 heures de formation sur le podcast. Ouais. Donc, en fait, comme je fais 50 000 heures de formation sur la transition écologique, je peux prendre l'avion parce que les 50 000 heures de formation sur la transition écologique compensent a priori... Voilà. Et ça, pour moi, c'est pas correct. C'est pas correct. Voilà. Bon, j'annule mon trajet alors. Ouais, c'est ça. Donc, il y a trois volets concrets en gros dans cette méthode. Si on repart un peu sur les exemples, parce que j'aimerais bien que tu me donnes quelques-uns des exemples que vous accompagnez et qu'on ait des trucs un peu concrets avant de clôturer cet épisode sur
quel type d'entreprise le suivent, etc. Ouais. Mais donc, c'est quoi les différentes étapes sur 10-15 ans? Parce que bon, à la limite, à ce moment-là, c'est pas évident si on nous donne juste une vision de nous dire teste d'autres trucs. J'imagine que dans cette stratégie, il y a des points clés, il y a des étapes. Oui, bien sûr. Donc, on peut présenter le. En gros, il y a trois grandes étapes. Si je me souviens bien, c'est on regarde à quelle distance on est du donut. Donc, ça veut dire à quel montant on dépasse les quotas qu'on s'est donnés pour être à une planète de consommation, en gros, annuelle. Et là-dessus, je tiens à souligner un point très important, c'est que la méthode de comptabilité économique, sociale et environnementale que nous avons, elle fait l'objet d'une chaire de recherche à Marseille School of Economics, j'en suis le directeur, et on a des chercheurs qui bossent avec nous sur le fait de rendre la méthode la plus robuste possible sur le plan scientifique, voilà. De sorte que quand on fait un calcul, c'est un calcul qui est fiable et qui est opposable à des tiers et qui est auditable, etc., etc. Et la méthode est open source. Donc, premièrement, on a une méthode rigoureuse pour calculer l'écart entre les impacts d'une entreprise sur le carbone, sur l'eau, sur l'artificialisation des sols, sur la consommation de ressources non renouvelables, sur la pollution de l'eau, sur les déchets, sur la biodiversité. Donc, on regarde beaucoup de choses. Et cette méthodologie-là, donc petit 1, écart entre un quota physique de limite planétaire et un impact réel. Voilà. Donc, au début, on mesure ça en tonnes, en hectares, en mètres cubes, etc. Voilà. Et ensuite, on convertit ça en euros pour calculer une dette en euros. Alors, donc la dette, c'est effectivement calcul, quand on dépasse les limites qu'on Et la dette, c'est ton dépassement physique multiplié par un coût. Et comment on calcule le coût? Alors, on ne donne pas du tout un prix à la nature. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit en quoi la surconsommation de capital naturel détruit de l'économie future, appauvrit nos enfants. D'accord. Voilà, donc c'est du PIB détruit, futur. Donc on fait ce travail-là, et ça c'est la première étape. Donc on ne le fait pas que, là je parle beaucoup de l'environnement, il y a quand même super urgence, mais on regarde aussi toutes les externalités sociales. Accident du travail, maladie professionnelle, écart de rémunération, on regarde tout. Voilà. Donc on a économique, social, environnemental. L'économique, c'est la compta classique. Et on a des extensions sur les externalités sociales et sur les externalités environnementales. Donc ça, c'est la première étape. Où t'en es par rapport à la théorie du donut, c'est-à-dire est-ce que tu es au-dessus du plancher social et est-ce que tu es en dessous du plafond environnemental? En général, les entreprises sont au-dessus du plancher social et très au-dessus du plafond environnemental. En général, c'est ça. Bon. Et donc, c'est la première étape. Deuxième étape, avec, dans 99 cas sur 100, avec ton canal historique, c'est-à-dire ton activité d'aujourd'hui, tu vas réduire de 20% tes impacts alors qu'il faut les diviser par 3. Donc, tu es obligé de te réinventer. Et donc ça, c'est premièrement, on regarde quand même tout ce qui est possible de faire sur l'activité historique pour qu'elle réduise au maximum ses impacts. Ça, c'est la deuxième étape. Puis la troisième étape, c'est qu'on réinvente l'entreprise. Et là, il y a différentes sous-étapes. La première sous-étape, c'est de regarder sur quoi l'entreprise peut se positionner demain. Et donc là, on assimile l'entreprise à un être vivant et on dit l'entreprise doit, comme un être vivant qui mute. Donc l'entreprise doit muter. Donc petit 1, c'est quoi son ADN? Et deuxièmement, quels sont les gènes sur lesquels l'entreprise peut muter? Voilà. Ensuite, on regarde quel est le chiffre d'affaires que l'entreprise produit aujourd'hui et qui va disparaître demain pour des raisons de rareté de la ressource. Voilà. Et donc, ça te donne aussi une information sur l'amplitude de ta réinvention à 10 ans. C'est-à-dire que si tu vois que 70% de ton chiffre d'affaires d'aujourd'hui disparaît dans 10 ans, tu as intérêt à te remuer pour remplacer, quoi. Voilà. Donc, ça, on a un modèle de calcul pour savoir le chiffre d'affaires en risque. Voilà. Et puis ensuite, après, on trouve des solutions. Voilà. Et donc, les solutions, c'est la troisième partie de l'étude du canal hystérique. C'est de la sobriété, de la frugalité, des basses technologies, c'est des low-tech, donc on travaille beaucoup sur les low-tech, c'est de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire je cesse de vendre le produit, je vends son usage. Ça a un côté assez magique. Ouais, Decathlon a essayé. Decathlon a essayé. Par exemple. Et puis, il y a d'autres techniques de réemploi massif de produits déjà existants, de seconde vie, etc. Il y a d'autres techniques un peu plus confidentielles, mais qui méritent d'être regardées quand même, de biomimétisme, etc., etc.
Et donc, une fois qu'on a exploré toutes les thématiques sur lesquelles les entreprises peuvent se positionner, on se dit, comment on va travailler avec ces différentes solutions que je viens de présenter pour arriver à être à la fois pérenne, robuste et soutenable. Et on commence par la robustesse. Est-ce que c'est viable, mon truc ? Voilà. Et puis, à long terme. Et deuxièmement, la soutenabilité. On refait des calculs de comptabilité pour voir si on est rentré dans le donut. Est-ce que ça correspond à tous les types de boîtes, ce genre de transformation possible ? Je veux dire, une boîte qui est alors, tu parlais des PME, TPE tout à l'heure, qui, la plupart du temps, justement, n'ont pas la trésorerie ou les fonds ou le capital pour pouvoir faire des tests sur d'autres branches, parce qu'en fait, tout leur capital, elles investissent déjà dans leur activité historique. Ou des entreprises qui sont sur des... je dirais peut-être sur des secteurs qui sont déjà peut-être voués à disparaître. Est-ce que ça fonctionne aussi de se réinventer sur ces secteurs-là avec d'autres modèles d'activité ? Disons que ce serait vraiment présenter les choses de manière un peu trop idéalisée, de dire que ça marche dans tous les cas. Ouais. Petit 1, si une entreprise est dans une situation de n'avoir plus de réserve pour investir, donc plus de rentabilité, plus de fonds propres, ou très peu, ou juste assez pour se maintenir à flot, cette bifurcation va être très difficile. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible, mais elle est difficile, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on dit non, gardez le canal historique, c'est lui qui vous fait vivre, c'est lui qui vous dégage de l'argent. Simplement, avec l'argent, vous ne distribuez pas aux actionnaires, vous investissez pour être vivant demain. Attention. Voilà. Donc une entreprise prise à la gorge, elle a quand même beaucoup de chances de ne pas y arriver. L'autre cas de figure qui est malheureusement plus fréquent, c'est l'entreprise qui a des attentes de retour sur capitaux investis. C'est-à-dire une entreprise qui est détenue par des fonds ou qui a fait un LBO et qui doit remonter de la rentabilité parce qu'il y a une exigence de rentabilité des capitaux. Effectivement, est-ce qu'elle en aura assez pour faire ça ? Pas gagné. Ouais. Donc ça, cette entreprise-là, elle peut être très performante aujourd'hui, voilà, mais elle n'est pas nécessairement pérenne. Donc là, il y a un sujet d'aller éduquer l'actionnaire. Ce n'est pas du tout évident que ça marche, mais il faut essayer. Voilà. Donc effectivement, dans ces genres de situations, la méthode, aussi pertinente soit-elle, risque d'être inefficace. Après, il y a des sujets sur lesquels la bifurcation est vachement dure, parce que on a un très bon client, par exemple, qui est un équipementier automobile. Aujourd'hui, bifurquer dans ce secteur-là, c'est pas facile du tout. Ouais. C'est pas facile du tout. Donc, ça veut pas dire que c'est impossible. Mais c'est plus difficile pour lui, puisqu'il est plutôt en aval ou en amont, d'une chaîne de valeur. C'est le constructeur automobile qui a des sous-traitants. Voilà. Le sous-traitant, effectivement, prendre son indépendance par rapport à une chaîne de valeur dont il est un maillon... qui est plutôt un wagon qu'une locomotive, c'est pas évident. Donc cette boîte-là, elle va avoir plus de mal à y arriver que, par exemple, une entreprise comme Enaf que j'ai citée, qui aujourd'hui, de manière résolue et le plus vite possible, mais c'est pas si rapide que ça, est en train de végétaliser son offre et le revendique et fait de la com dessus pour que le client s'habitue au fait d'acheter autre chose que de la viande. Voilà. Donc effectivement, suivant les cas de figure, c'est plus ou moins facile et dans certains cas, malheureusement, c'est impossible. Ouais. Et l'autre question que je me posais là-dessus, c'est est-ce qu'une entreprise qui, du coup, justement, vise à 10, 15, 20 ans peut, en fait, se mettre peut perdre une course concurrentielle face à des entreprises qui, elles, sont dans des objectifs à 3-5 ans parce que, justement, elles ne font pas cette démarche de pérennité. Et en fait, du coup, c'est surtout sur des marchés concurrentiels, mais je pense que c'est important aussi de traiter ces marchés-là, notamment parce que les grosses entreprises dans les secteurs sur lesquels on a peut-être le plus besoin de transformation, c'est des secteurs très concentrés, donc industrie, automobile, pharmaceutique, etc. Et en fait, ces boîtes-là, quand elles commencent à faire autre chose, elles se font bouffer très très vite, quoi. De toute façon, le sujet qu'on aborde là est un sujet d'une très très grande complexité et par définition très risqué. Donc on peut pas, je rappelle pour tes auditeurs que créer une boîte c'est vachement casse-gueule. 50% des boîtes passent pas le cap du 5e exercice, 66% des boîtes passent pas le cap du 10e exercice
Et que C'est 19% de plus chez les coopératives. J'ai appris ça il y a un mois. Très bien. Et ça signifie que par construction, le dirigeant est toujours sur une ligne de crête. Ouais. Voilà. Et donc, il est toujours en train d'arbitrer entre des préoccupations de court terme, des préoccupations de long terme. S'il ignore complètement le court terme, il se plante. S'il ignore complètement le long terme, il se plante. Donc, il est sur une ligne de crête, il a deux précipices. Un précipice qui est le court terme, un précipice qui est le long terme. Voilà. Et donc, il y a un risque à un moment donné, effectivement, d'oublier un peu le court terme et de ne regarder que le long terme. Tu vois, par exemple, au nom de la soutenabilité, aujourd'hui, beaucoup de dirigeants responsables, engagés, qui veulent aller dans le sens du respect des limites planétaires, ont envie de dire « mais moi, je n'utiliserai pas l'intelligence artificielle ». Voilà. Et puis, si tu es un petit peu trop ayatollesque là-dessus, bah aussi bien tu plantes ta boîte. Donc, tu es obligé de faire des concessions pour ta survie à court terme qui ne vont pas dans le sens de ta pérennité ou de tes convictions ou de ta soutenabilité à long terme. C'est malheureux à dire, mais tu es obligé de composer avec. Par contre, ce qui est rageant, c'est de voir beaucoup d'entreprises qui pourraient faire beaucoup plus que ce qu'elles font et qui ne le font pas par paresse, par vision court-termiste, etc. Si tu devais avoir une entreprise française qui arrive à suivre parfaitement cette stratégie du Y, t'aimerais que ce soit laquelle ? Kerlotech, hein. Kerlotech, c'est une boîte qui effectivement cherche à démontrer qu'on peut entreprendre et vivre confortablement en respectant les limites planétaires. Normalement, on atteint, c'est pas une entreprise, c'est un petit cluster, un petit village d'entreprises en Bretagne. Et normalement, on sera dans les limites planétaires dans 1 an. Je tiens à bien préciser que c'est une stratégie du Y et que ça nous aura pris 9 ans d'y arriver. Donc, il faut prendre son élan. Parce que du coup, l'activité principale, c'est Goodwill Management, c'est ça ? L'activité, alors des activités qui sont des activités plus classiques de conseil, c'est Goodwill, c'est l'agence Lucie, etc. Et j'ai voulu faire cette démonstration-là. Et donc, on a lancé ce projet de village d'entreprise en Bretagne. Voilà. Et donc, ce truc-là nous aura quand même pris 9 ans. Voilà. Et on sera dans les limites planétaires dans 1 an. Mais c'est beaucoup de choses à faire pour réduire tout. L'eau, l'énergie, se poser la question sur chaque élément. Et l'activité, alors c'est une activité tertiaire. Enfin, on a une exploitation agricole, on a un bureau d'études, bâtiments, énergie renouvelable, et on a un centre de formation. Puis on a aussi un investissement dans une foncière de nouvelle génération. Mais on est obligé de réinventer tout ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et donc, c'est passionnant. Et donc, c'est chacune des entreprises qui sont présentes qui suivent leur stratégie du grec, ou c'est quelque chose de on peut considérer que le village Kerlotech est la stratégie du Y de mon parcours professionnel par ailleurs. Ah, donc c'est un Y personnel, en fait. C'est pas un Y de personne morale, c'est un Y de personne physique, presque. Tu peux le dire comme ça. Ouais, tu peux le dire comme ça. Voilà, c'est ça. Et si on change encore d'échelle, du coup, parce que du coup, on dit personne physique, personne morale, et à l'échelle d'un pays, ça ressemblerait à quoi, du coup, une stratégie Y ? Oh là ! Ah ouais, je serais capable de mettre ça en place. Je pense pas. Et je sais pas répondre à ta question. Tu peux considérer que le PTEF, le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, est une stratégie du Y pour le pays. Voilà. Tu peux considérer que les 4 scénarios de l'ADEME 2050 sont, pour 3 d'entre eux, peut-être pour 2 d'entre eux, des stratégies du Y pour le pays. Et c'est crédible. Le PTEF, très très bien. Les 2 premiers scénarios de l'ADEME, très très bien. Le 3e, je crois moins, et le 4e, pas du tout. Mais il y en a 2 qui sont crédibles. Voilà. Maintenant, la question, c'est comment tu mets ça en œuvre avec un électorat qui a la tête ailleurs. Alors, pour des bonnes et des moins bonnes raisons, mais qui a la tête ailleurs. Et donc, c'est pour ça que, malheureusement, j'y crois pas trop, quoi. Puis en plus, là, la part de voix de toutes ces questions de soutenabilité, elle diminue. On n'en a jamais parlé aussi peu.
Et tu vas voir que pour la prochaine campagne présidentielle, ça va avoir une part de voix ridicule. Mais on va s'arc-bouter pour que ce soit pas le cas. Mais... Non, mais bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, c'est compliqué. J'aurais bien aimé terminer sur une note positive là-dessus. Ah bah c'est toi qui as posé la question. C'est vrai, je me suis mis dedans tout seul. Non, là, moi je vais te l'apporter, la note positive. La note positive, c'est que nous sommes capables, avec difficulté, mais ce qu'il faut retenir, c'est capable, de vivre confortablement en respectant les limites planétaires. Ça, c'est possible. Voilà, c'est possible. Et comment dirais-je, par exemple, ceux qui viennent nous voir à Kerlotech, ils voient bien qu'on n'habite pas dans une grotte avec des bougies. Voilà, on a des voitures, on a des écrans, on a des ordinateurs, etc., etc. Vu de loin, c'est pareil que... Il n'y a pas de cuisine, mais bon, ça va. Hein. On a des toilettes sèches, mais on n'est pas obligé. Donc, on est capable de faire des choses qui sont globalement confortables en respectant les limites planétaires. Voilà. Et donc, il ne faut surtout pas faire des raisonnements tout ou rien. C'est-à-dire, soit je suis dans le monde d'aujourd'hui et je suis confortable et ça va bien pour moi, etc. Soit je fais ce que racontent ces gens qui sont très austères et je deviens un Amish, quoi. Voilà. Et donc, non, il y a un juste milieu, donc on est à mi-chemin. Voilà. Tu vois, tu arrives effectivement, t'as chaud l'hiver, tu manges des bonnes choses, t'es bien habillé, tu roules en voiture, tu as un ordinateur. Donc, beaucoup de choses du monde moderne sont préservées. Voilà. Mais tu peux revendiquer que ta façon de vivre, elle est définitivement soutenable. Et c'est ça le côté positif, en fait, du truc. Ouais, c'est ça qui m'a inspiré dans le fait d'enregistrer cet épisode avec toi. C'est cette notion qui paraît à la fois contradictoire au début, parce que justement, on nous impose un peu ces narratifs de tout ou rien, à la fois dans le monde... militant écologiste où on est toujours pas suffisamment engagé pour la personne qui est plus à gauche et probablement trop pour la personne qui est plus à droite. C'est ça. Et donc j'aime bien ce côté de se dire il y a des compromis, il y a des choses qu'on peut faire, on avance, c'est du temps long, on fait les choses mieux. Alors oui, les sujets sont pressés, il faut qu'on accélère énormément, mais il faut aussi qu'on arrive à prendre le temps de survivre et donc de pérenniser et donc de rendre robustes les activités. Et, ça peut prendre du temps. Il faut accepter la pensée complexe, c'est-à-dire que ça ne tient pas debout de considérer que, comment dirais-je, le public c'est bien et que le privé c'est mal. Ça ne tient pas debout. Tu ne peux pas faire des raisonnements tout ou rien comme ça n'aboutit à rien du tout, ou que tu es trop à gauche ou que tu es trop à droite. Pour moi, c'est des raisonnements qui sont complètement dépassés. Je parle pas des extrêmes, mais bien évidemment. Voilà. On est obligé de venir sur de la pensée complexe et il faut avoir un principe de réalité avec des chiffres qui te permettent de savoir où tu te situes et pas des grandes idées du style je suis dans le donut alors que tu n'as rien mesuré du tout. Ça tient pas debout. Et malheureusement, c'est beaucoup ce qu'on entend. Écoute, merci beaucoup pour cette pensée complexe, nuancée. Ça fait plaisir d'avoir ça. Quant à moi, je vous retrouve assez bientôt pour un prochain épisode qui n'est pas encore planifié, mais ça arrive. En attendant, il fait très très chaud, donc on va aller prendre une glace, là je pense, avec Alan. Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Merci, bientôt. Au revoir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.